Salut! Ok, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des guerres stupides de notre histoire. Plus qu'une ensuite, et ça sera terminé cette petite série, qui j'espère est plutôt assez intéressante pour vous, déjà, faut savoir. Et dans cette vidéo, dans ce chapitre 5, qu'est-ce qu'on a? On a ma guerre favorite, des guerres stupides. Je vais prendre beaucoup de plaisir à vous en parler. Elle est effectivement très rapide, mais elle est trop marrante. Ok, première guerre stupide, la guerre du Chaco en 1930. On est encore sur l'épisode 4 des guerres stupides, où c'était un peu bien centré sur l'Amérique du Sud. Et là on a un conflit avec la Bolivie contre le Paraguay. Guerre étonnamment qui est reliée avec une BD de Tatin, BD Oreille cassée, dessinée de 1935 à 1937, et qui expliquait un petit peu les conflits ou un peu les tensions qu'il y avait là-bas, du moins en Amérique du Sud. Bien sûr l'auteur n'attendait pas et ne savait pas en fait que le conflit avait été un peu plus compliqué que ça pour un lobin de terre qui était entre la Bolivie et le Paraguay, l'espèce de Chaco, des terres, en fait une terre qui est totalement aride et inutile au complet. En fait, l'album de Tintin, du coup, cette BD aide carrément à la pérennité historique de ce qui s'est passé, pour mettre cette chose en avant, parce que comme je vous l'ai dit dans différentes guerres et conflits qu'on a pu avoir, il y en a beaucoup qu'on ne parle pas, vous ne le savez pas, et c'est grâce à ce genre de vidéos et de petits bouquins qu'on arrive à en savoir un peu plus. C'est pas des grandes guerres mondiales ou des grands conflits qu'on a eu entre des grandes nations, mais souvent c'est des petits conflits, trucs à la con, qui fait que même dans des BD comme ça, on peut retrouver une analyse, ça sert de témoin historique, quoi. Voilà, c'est ça. Pourquoi ce conflit? On pensait totalement que c'était une terre où il y avait du pétrole, sauf qu'il y avait que dalle. Vous la voyez venir, c'est une guerre vraiment à la con, où en fait les gens se sont foutus sur la gueule, et finalement, c'est juste un conflit et de la prise de tête pour que dalle. Il y a plusieurs entreprises pétrolières qui vont se foutre sur la gueule vis-à-vis de ça pour justement disputer ces choses-là. Et évidemment, comme je vous parlais d'appropriation, c'est vraiment ce sentiment-là de nationalisme qui est très très présent et assez fortement ancré. De toute façon, que ça soit dans le monde, il y a toujours cette idée d'appropriation de territoire pour se solidifier en tant que nation. Ça s'est vu notamment avec l'Allemagne qui a attaqué en 1800, du coup la France, pour tenter d'avoir l'Alsace souveraine et qui se sont fait un petit jeu de ping-pong pour essayer de l'obtenir. Suite à la guerre du conflit de la Triple Alliance, le Paraguay va se retrouver un peu démuni au niveau des territoires et justement on va se dire ce terrain de terre il pourrait peut-être à moi en fait, tout simplement. D'une, parce qu'on pense qu'il y a du pétrole, et de deux, aussi parce que j'ai beaucoup perdu suite aux précédentes guerres. Et à l'inverse, en côté bolivien, on a un général, le général Kuhn, prussien. Voilà, c'est toujours des gens à peu près extérieurs qui viennent aider ce genre de pays. Donc ça se voit aussi avec la compagnie pétrolière britannique. Du coup, en fait, il y a beaucoup de conseillers, c'est comme il y a aussi des conseillers français et anglais pour les Paraguayens, pour essayer d'amorcer la situation, que ce soit en douceur ou pas, mais ça va se résulter en conflit, et du coup des stratégies sont optées. Donc j'ai dit que c'était une guerre de 1930, mais depuis au moins plus de 10 ans, vers 1900, dans les années 1920, il y a cette idée en fait de parler de stratégie pour essayer d'avoir ce lopin de terre. Au milieu du désert, justement, 1931, découverte d'un grand lac, et chaque pays va penser que c'est lui qui l'a découvert et va essayer de se l'approprier. Donc c'est vraiment une idée au-delà nationaliste, appropriation de territoire qui peut être très utile. Et c'est aussi se le revendiquer avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et au final, ça va encore être une guerre assez longue, mentalement ça va être épuisant, exténuant, parce qu'il n'y a pas vraiment de voie navigable, il n'y a pas de voie vraiment terrestre ou pénétration pour essayer d'avancer, donc c'est très long, problématique, les hommes vont avoir soif, vont avoir faim, vont avoir soif, vont avoir faim, ouais je le redis encore, parce que ça va être ça, et puis ensuite va s'enchaîner tout ce qui est maladie et tout, donc de la perte de temps et de la souffrance pour ces hommes qui attendent en fait le démarrage de conflit, et on voit des deux côtés, encore une fois pour certains et pour les pays d'Amérique du Sud, qu'il y a un énorme manque d'organisation. De toute façon ça se voit quand ils se permettent d'appeler des conseillers étrangers. On a un fiasco de Général Kuhn du coup pour la Bolivie en 1933, une organisation qui se passe un peu mal, ça va aller assez bien au profit du Paraguay. Il va mal s'organiser suite à ce qui va se passer, du coup on était sur une guerre un peu de position sans vraiment bouger. Là ça va être ensuite 1933 une guerre de mouvement qui se met en place jusqu'en 1934, et ça va totalement être une éclatante victoire pour les Paraguayens, là où le Général Kuhn va totalement se chier dessus et va amener la Bolivie sur une certaine défaite. Le Paraguay avance en direction de la
route du Paz, mais finalement il va y avoir des négociations tout en appelant aussi en tant que témoin et de conseiller des pays extérieurs. Donc on a l'Argentine, le Brésil, le Chili, notamment des pays qui étaient là pour la Triple Alliance, les États-Unis qui vont être aussi appuyés par la Société des Nations. En fait, c'est comme si c'était des gamins de récréation qui se foutent sur la gueule et qui vont avoir besoin, quand il y en a un qui tape trop fort, des parents pour gérer ça. 14 juin 1935, l'armistice est faite, en l'occurrence c'est une victoire paraguayenne, et du coup le Chaco, ce désert devient paraguayen. Et comme je vous l'ai dit, c'était juste pour que dalle, parce qu'il n'y a rien sur cette terre, c'est juste aride, c'est chiant, il n'y a que dalle, même pas de pétrole. Donc une guerre pour de la merde. Deuxième guerre, 1932, la voici, la voilà, ma guerre préférée, la grande guerre des émeutes. Je pourrais la raconter très rapidement. En somme, on va juste un peu rentrer dans les détails, c'est des cas un peu rapides ce que je vous présente dans cette vidéo. Début des années 30, du coup, crise mondiale, mais notamment pour les fermiers d'Australie. Ça se passe en Australie. Effondrement du cours agricole. Donc, irrigation, on met en place un peu le dit potager australien. Et en fait, ce qui va être l'enclencheur de cette guerre, c'est que il y a 20 000 fantassins qui arrivent. Ce sont les émeutes, ces grands oiseaux qui ressemblent à des autruches. Vous pouvez même voir une vidéo que j'ai faite, bon, il y a un paquet de mois maintenant, avec un cousin de l'émeut, le cassoar à casque. L'émeut, c'est un peu cet animal-là. Grande patte, grand oiseau qui te pond des œufs d'enculé. C'est bon les omelettes. Herbivore, 2 mètres de haut, qui court très vite, on reviendra là-dessus parce que c'est assez important, et qui te laboure les terres, taper dans ton eau, tout ça. Et ça agace énormément les Australiens. Les Australiens qui ont été aussi vétérans de la Première Guerre mondiale, ça peut être un peu en mode on est venu aider les Britanniques, nous on est là, il n'y a pas de souci. Sauf que là c'est différent, parce que l'ennemi, pas bête, l'ennemi est loin d'être con. Sauf que les Australiens sont pour le coup à ce moment-là beaucoup plus cons. Et ouais, on peut faire ça. Il faut savoir que c'est la première guerre interespèce. C'est sans doute la seule pour le moment. Les fermiers vont se plaindre auprès du sénateur australien, George Pearce, qui devient aussi ministre de la Défense en 1932, puis aussi Premier ministre de 1914 et 1921, donc en pleine Première Guerre mondiale. Le mec c'est quand même un vétéran, quoi. Il est quand même un peu habitué, puis il a été renommé ensuite ministre de la Défense. Il a connu la Flandre, il a connu la Somme, il a connu les tranchées, tu vois. C'est un bonhomme qui sait un petit peu. Et du coup, tout va être mis en place pour essayer d'aller chasser un peu ces émeutes, quoi, histoire de réduire. Bon, on va aller calmer un petit peu, hein, parce que c'est quand même l'homme qui est au-dessus. Que nenni, mon salaud. En fait, c'est ça qui va être assez cocasse. Le ministre de la Défense australienne va mobiliser le 7e corps de batterie lourde de la Royal australienne. Une artillerie d'enculés. Ça va aller avec des mitrailleuses, des trucs de fou. Donc ils vont rester en position et attendre que ces 20 000 autruches arrivent. La grande guerre des émeutes est lancée. Et là, ils commencent à capter en mode ah putain, on voit que des kangourous, mais on n'en voit pas vraiment des émeutes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On désire de déplacer les mitrailleuses pour essayer de choper ces volatiles qui ne viennent pas forcément parce que bon, ils doivent sentir un peu le danger. Alors c'est un animal normal. Et lorsqu'un nombre arrive auprès d'eux, mitrailleuse en l'air ou quoi que ce soit, ça touche un petit peu des émeutes, on chope 2-3, mais vraiment c'est rien. La mitrailleuse s'enraille, c'est le problème technique, on bousille des balles pour rien, et on n'arrive pas à les choper ces oiseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une voiture. Le problème c'est que c'est les vieux tacos de l'époque. Et ça va pas très vite, notamment quand tu poses des charges lourdes à un émeut, ça court jusqu'à 55 km/h, sans dopage, hein. Et les vieux tacos de l'époque, ça n'arrivait pas à les courser. Même en guerre de mouvement, ce qu'avaient pensé aussi les Australiens à ce moment-là, ça ne passe pas avec ces émeutes. Alors peut-être qu'ils t'en butent 1 ou 2, 3, mais c'est pas ça, c'est à peine une vingtaine. On veut buter les 20 000, mais il nous fallait une centaine au minimum. Et ça passe pas. Et en fait, même en essayant de les suivre, tout ça, ils n'y arrivent pas. Il y a un manque de précision. Je pense qu'en étant assez tacticien, ça va marcher. À force de déplacer les émeutes qui se déplacent vraiment en groupe, ça va casser un peu la barrière anti-lapin. En fait, c'est tout dans le long. Barrière anti-lapin, donc en fait, il va y avoir beaucoup de rongeurs qui vont un peu s'éparpiller partout. Et encore plus niquer les cultures des Australiens. Donc en fait, ils se tirent eux-mêmes des balles dans la gueule. C'est Mère Nature qui met une grande gifle, du coup, aux Australiens en disant bon les gars, arrêtez vos conneries, parce que plus vous déplacez, plus vous faites de la merde. Vous avez buté que 3 de ces grands oiseaux, sans plus. Alors oui, c'est pas une histoire où l'émeut va arriver avec un gun. C'est comment la stupidité de l'homme fait que il est capable de se surpasser. Et vraiment, cette vidéo, cette guerre, démontre beaucoup de choses. On a à peine 20 tués d'émeutes alors qu'on en voulait 5000 à 10 000. C'est pour dire à quel point c'était assez important. La Chambre des représentants s'inquiète et passe entièrement pour des cons au niveau de son peuple. Le peuple australien qui commence à être un peu... il se dit, vas-y, sont sympas ces petits oiseaux. Et l'Australien humiliation, du coup, il tente aussi de relancer un peu cette soi-disante guerre des émeutes, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et tout. Et la seule conclusion qu'ils arrivent à faire, c'est construction d'une clôture. Car on n'arrive pas à les avoir, ça sert à rien. C'est vraiment une défaite des Australiens. Déjà, la photo de voir qu'un Australien a l'air de prendre par le callback l'émeute, c'est incroyable, parce que juste là, il vient juste piller les réserves de culture, d'eau, tout ça, et ils arrivent à en buter à peine une vingtaine, ils passent pour des cons, sachant qu'ils ont tapé la Première Guerre mondiale avant, et ils disent putain, on n'arrive pas à chasser des grands oiseaux. Et je trouve cette guerre incroyable. On passe à la suivante, du coup, 1943, le bombardement du Vatican.
le Vatican, c'est un peu bizarre. On va dire c'est un peu comme des Suisses durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont très neutres, sachant qu'ils ont l'Italie fasciste vraiment pas loin. Donc cet état de pas beaucoup de mètres carrés, on va pas se mentir, de kilomètres carrés du moins, un minuscule état, qui est un état au sein de Rome. 5 novembre 1943, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi il y a un bombardement? Donc il fait nuit, après 20h, il y a un bruit qui retentit d'un moteur d'avion, qui se fait entendre au-dessus de l'état pontifical, et donc Vatican sans défense, en même temps ils sont neutres, ils ont rien, tu vois, il y a à peine 3 pélos, et puis sans plus. Il reçoit 5 bombes autour de la basilique Saint-Pierre, et le pape de l'époque, donc c'est Pie XII, ne réagit pas, certaines bombes n'ont pas explosé. Néanmoins, qu'il n'y ait pas de mort, c'est une chose, il y a certains dégâts importants qui ne sont pas non plus... Non, il n'y a pas vraiment de dégâts importants, il n'y a pas de mort, mais c'est le côté symbole, d'attaquer un peu cette zone qui est vraiment vue sacrée. Mais on sait pas qui c'est, on pense que c'est automatiquement les forces anglo-américaines, et on essaie de rechercher un responsable, que ce soit les fascistes ou même les anglo-américains, en mode putain vous avez pas honte, on est en pleine guerre et vous osez attaquer des symboles religieux comme ça, waouh vous êtes des salauds, faut les laisser tranquilles. N'oubliez pas les siècles précédents avec les guerres de religion, toutes religions confondues, et ça continue encore aujourd'hui. Je vous laisse deviner où c'est. Et du coup, 1er mars 1944, donc vraiment pas loin de la date que je vous ai citée plus tôt, il y a 6 nouvelles bombes du coup qui s'abattent un petit peu sur le Saint-Office, l'oratoire et l'université pontificale. On essaie de savoir d'où sort ce raid, sauf qu'on voit l'avion qui tente à peu près de se barrer et qui se crache dans un immeuble. Un ouvrier décédé et une religieuse blessée. Le problème c'est que Pie XII garde toujours le silence. À croire qu'il savait certaines choses, et c'est ça qui est un peu bizarre. En mars 2012, un bond dans le temps assez violent. Du coup, le dossier est totalement réouvert afin de savoir ce qui s'est passé. On pensait évidemment qu'il y avait peut-être quelque chose que Pie XII savait à ce moment-là. Et en fait, il y avait une mission comme quoi la Radio Vatican, du coup, devait en fait se faire défoncer. C'était le but un peu dans cette guerre-là, c'était ça en fait la chose qui était visée. Parce que l'émetteur a totalement résisté, et Radio Vatican était plus là pour aider les Alliés. Donc si c'était pour les aider, à votre avis, évidemment, ceux qui ont essayé de faire cela, de détruire du moins l'émetteur radio et foutre le bordel dans le Vatican, c'était la République sociale italienne. Et je pense, on pourson, notamment les personnes qui disent ça, que Pie XII était sans doute au courant, mais n'a absolument rien dit pour totalement rester neutre. 1962, le blocus de Monaco. Mais oui, ça peut arriver qu'on s'intéresse un peu à cette principauté. Du coup, le prince Louis II avait combattu avec les Français, donc c'était assez bien, là pas mal, tu vois. Côté monégasque, plutôt sympathique. Le souci, c'est qu'en 1940, cet enculé s'est montré assez proche du Pétain, quoi. Il est un fils de Pétain. Et donc on va s'attarder à son petit-fils Régnier, unique descendant noble de cette dite famille, du coup, qui a combattu avec les forces françaises et de Gaulle, justement, pour combattre l'envahisseur nazi et l'Italie fasciste. Il monte sur le trône en 1949, visite officielle à Paris, assez forte, en 1959, voilà, ça se voit avec De Gaulle, tout ça, c'est bien, c'est bonne ambiance. Relations franco-monégasques qui sont pas trop mal, mais qui vont se détériorer. Il faut savoir que De Gaulle apprécie pas les Américains, il les biffe pas, voilà, il les déteste totalement. Et on en arrive où, en 1962, donc De Gaulle cherche à terminer ou mettre fin, du moins, à la guerre d'Algérie. Et il est pas trop enchanté de voir que la principauté monégasque accueille pas mal de fortunés venus d'Algérie et même d'ailleurs. Et du coup, ça lui plaît pas trop, ça. Surtout que depuis 1956, Régnier est marié à Grace Kelly, d'origine irlandaise, vous me direz tant, mais d'origine irlandaise qui rappelle un peu le président Kennedy. Kennedy américain, automatiquement, De Gaulle en mode... Voilà. Et en fait, c'est qu'il avait aussi un conseiller, Martin Dale, qui, d'après certaines sources, avait bossé pour la Maison Blanche. Donc ça plaît pas à De Gaulle, tout ça, d'avoir des petits ricains pas loin. Il est en mode, c'est quoi ce bordel? Et il y a une petite histoire de radio. Radio Monte Carlo, RTF, tout ça. Régnier tente d'avoir une main mise en fait sur ces radios, et ça plaît pas du tout à De Gaulle. Je vous la fais vraiment grossièrement. C'est ça en fait qui engendre un peu ce conflit. Le ministre d'État Émile Pelletier, du coup, tente de convaincre le prince de renoncer à l'ordonnance image et son qui est sur ces 10 radios. Là, le ton qui monte, on sait pas s'il y a une gifle ou pas du prince vis-à-vis de Pelletier. Bref, c'est pas très important en soi, mais c'est juste un conflit un peu en interne qui est un peu agaçant. Et De Gaulle veut donner son soutien à Pelletier par rapport à ça quand ce dernier vient à Paris. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1962, De Gaulle en a clairement ras le cul et en fait un blocus va être fait autour de Monaco pour empêcher tous les accès. Que Régnier et sa femme sont à Paris en mode on visite, il y a un petit appart sympa, on va l'acheter, très bien, pas mal. Puis il se précipite à Monaco et il va pas y avoir de conflit parce que Monaco, notamment la plupart des gardes, c'est des Français ou c'est des Suisses, des Italiens, c'est des gens d'à côté. Ils ont pas vraiment de force de frappe. Ils ont un vieux canon, c'était juste pour faire péter et dire qu'il y avait la naissance d'un nouveau-né. Donc c'est pas exceptionnel ce qu'ils ont. Voilà, et un canon vieux de l'époque, il y a 2-3 siècles. Donc avec une convention signée en
Le 18 mai 1963, du coup tout se calme à peu près de ça, l'ordonnance images et son que Régnier voulait avoir par rapport aux radios se calme un peu. De Gaulle est content que Monaco n'ait pas cette mainmise là, parce que Monaco c'était pas vraiment le vrai problème, le vrai souci, bon, au-delà des fortunés d'Algérie qui venaient à Monaco, c'était un peu se dire, ah, la Maison Blanche est peut-être pas loin, il y a les Américains ça, et De Gaulle avait peut-être un peu une hantise vis-à-vis de ça, américanophobe un peu, ouais. Du coup, guerre un peu stupide sans plus, pour une fois on perd un peu Monaco, mais rien de très grave, encore une fois, c'est des conflits qui mettent en avant certaines choses, des prises de décisions politiques, et au final, il n'y a pas spécialement de guerre, c'est con. 1963, la guerre de la langouste. D'ailleurs, vous verrez dans la minia, bon, c'est une langoustine, parce que j'avais pas de langouste. Ici, qu'est-ce qui se passe? La France affronte le Brésil. Wow, on n'est pas sur un match de foot, là. Hein. Non, ici, depuis 1961, les chalutiers bretons, force à vous les gars, pêchaient la langouste. Donc ça part de là, évidemment, on se trouvait, du coup, certaines difficultés, notamment à cause de la décolonisation. Oh bah mince alors. Bande de connards. Et ils vont un peu se tourner vers le Brésil, où il y a des petites langoustes et des petits trucs sympas là-bas. On va en direction des côtes sud-américaines. Et en fait, voilà, toute la tournure va être très hostile, parce que le 18 février 1963, les Brésiliens vont dire, bon, les petits gars français à la con, hein, déjà ta mère. Vous avez 48 heures pour vous barrer. Et suite à des rumeurs, les Brésiliens pensent en fait que la flotte française vient aider les chalutiers bretons et mettre un coup de pression aux Brésiliens. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il y a juste un escorteur d'escadre Tartu, au large de l'Afrique, qui vient pour défendre un peu ces chalutiers, mais sans vraiment mettre un coup de pression. Le problème, c'est que ça fait de rumeur sur rumeur sur rumeur. Ça devient de plus en plus hostile, qui au final va très bien se terminer. Le Brésil pense à une attaque imminente. La France pense que les États-Unis sont aussi dans le coup, et De Gaulle. Il y a même un slogan qui est fait A langosta é nossa, c'est du portugais normalement. La langouste est à nous. Et une phrase qui est mise dans la presse brésilienne, et inverse aussi la presse française, qui va dire des dires et inversement. Et j'ai plus cette sensation que c'est un conflit entre la presse qui met en avant ces deux pays pour quelque chose de débile qu'aurait pu avoir un étalonnage mais incroyable, et peut-être enclencher une guerre à cause d'une putain de langouste au final. Bref, des tensions qui se calment, au-delà d'une humiliation que le Brésil pense avoir par rapport à des choses qui sont dites en France, mais à l'inverse, De Gaulle il pense qu'il y a les États-Unis qui sont chiés, qui sont en train de le faire chier, et ils se mettent avec le Brésil, parce que dès qu'il faut faire chier De Gaulle, automatiquement c'est américain. Je suis sûr il allait faire ses courses, il fait putain vas-y, il y a plus de mandarine, et ces connards américains là, pourquoi je prends cette voie? Et tout ça pour pas grand chose. Le président De Gaulle et le président Goulard, João Goulard, vont calmer la chose, et même en 1964, De Gaulle est arrivé en triomphe limite au Brésil, il est bien accueilli, en mode ça va, on sait bien, lécher le cul, ta langouste, ma langouste, et en fait, mais rien passé, c'est juste à cause de grosses rumeurs comme quoi le Brésil pensait que la flotte française allait arriver juste pour des putains de crustacés, et il s'est rien de passé tout ça. En parlant de crustacés, 1967, on va continuer sur la dernière guerre, c'est la guerre du crabe. Guerre du crabe, il faut savoir qu'avant, entre le Royaume-Uni et l'Islande, 1952-1976, il y a eu la guerre de la morue. Je parle pas de n'importe quelle morue. Petit souci, guerre de flétan entre le Canada et l'Union Européenne. Ensuite, il y a eu d'autres conflits poissonniers avec la guerre de la coquille entre Français et Britanniques. Donc, pour le repas de fruits de mer, c'est un peu délicat si on doit se foutre sur la gueule avec le premier voisin. Hein. La guerre du crabe, c'est assez rapide et vous allez être étonné que c'est pas chez nous. C'est en Corée. En fait, c'est débile parce que tu sens qu'il y a toujours autant une animosité envers ça, c'est souvent la Corée du Nord qui a tenté d'attaquer là. Et à cause des délimitations des eaux territoriales, il y a eu un conflit. Donc, une tension déjà bien présente, 19 janvier 1967, une artillerie côtière nord-coréenne envoie par le fond un patrouilleur de Corée du Sud. Donc, ça fait quand même 39 morts. Et la communauté internationale croit vraiment que la guerre de Corée va commencer à repéter vraiment. Le problème, c'est qu'en 1998, le 22 juin 1998, on fait un bond dans le temps, il y a un sous-marin nord-coréen qui se prend les filets de pêche dans ceux de Corée du Sud. Qui offense à peine la Corée du Nord, automatiquement ils vont vouloir péter un câble. Sauf que comme ils sont un peu pris par la Corée du Sud à cause d'un filet de pêche, les 9 occupants se suicident par peur d'être faits prisonniers. Année 2010 marque la sommet de la guerre du crabe. Il y a un bombardement qui est fait le 23 novembre sur la petite île de Yongpyong, j'ai peut-être bien dit. On a 4 morts sur place au moins et 5 militaires nord-coréens tués dans la salve de représailles. Il faut savoir que la guerre du crabe n'est toujours pas réglé. Mais on a des affrontements qui ont cessé. Mais au-delà de ça, du coup, pour parler un petit peu de la Corée, c'est qu'à cause d'une petite guerre comme ça, vraiment un bout de territoire par rapport à des eaux territoriales, comme ils sont toujours sous tension, surtout la Corée du Nord, à tout moment, ça pète de partout. Et c'est quand même ça ce qu'on peut retenir des guerres stupides, hein. C'est qu'à chaque fois, ça part d'arrêt. C'est dommage que c'est pas la dernière vidéo, parce que ma conclusion a pu être assez simple. Ok, on finit là-dessus. C'était des guerres assez simples, assez rapides. On attaquera sur les dernières guerres dans
la dernière vidéo de l'épisode 6 qui sortira avant la fin d'année. Je vais bosser dessus avant la fin d'année, histoire qu'on clôture tout ça, parce qu'après ça sera la partie 2 de la saison 2 de Willy Worm, tout simplement, c'est ma chaîne YouTube, c'est logique. Je prépare certaines choses évidemment, du moins qui vont me faire plaisir, et vous font faire plaisir aussi. On va avoir du pays. Mais du coup, le chapitre 5 de Les Guerres Stupides est terminé. Merci d'avoir regardé. Mettez en commentaire la guerre qui vous a plu. Moi, j'étais content de traiter au moins de ma guerre des émeux. Et j'ai appris évidemment l'existence d'autres guerres. Salut, portez-vous bien. Et puis des bisous. Des bisous. À plutôt.